Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, ici Hervé Choseville, ravi comme toujours de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer une tragédie qui est en train de faire la une de l'actualité et qui touche un petit morceau de la France. Le vendredi 13 décembre à 22 h locale, Météo France a placé Mayotte en alerte rouge. Puis le 14 à 7 h du matin, l'archipel est passé en alerte violette, le plus haut niveau. Ça ne pouvait pas être pire. Météo France a annoncé d'importantes intempéries de 9 h à 13 h 30 pour ce jour-là, c'est-à-dire donc le 14. Avec des vents destructeurs, voire dévastateurs, ainsi que, je cite, des pluies très intenses et des submersions marines possibles, conditions susceptibles de provoquer un risque de ruissellement et d'inondation et une houle marine qui peut avoir des effets importants sur le littoral. Fin de citation. Au cours d'un événement inédit d'une extrême violence, les vents pourront dépasser les 180 km/h. C'était à nouveau une citation de Météo France. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et l'archipel a en effet été touché de plein fouet par des vents exceptionnels, dépassant en intensité ceux du cyclone Kamissi de 1984 et comparables à ceux du cyclone Diceli qui avait ravagé l'île en 1934. Une rafale de 226 km/h a même été enregistrée par Météo France à Pamandzi, battant ainsi largement le précédent record de la station de mesure qui était de 174,1 km/h. Les violentes précipitations atteignirent jusqu'à 200 mm en 12 heures seulement. Malgré l'alerte rouge puis violette, laquelle impliquait le confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et de tous les agents mobilisés à la gestion de la crise, les centres d'hébergement d'urgence ouverts en prévision du cyclone, au nombre de 71, et accessibles par des navettes, sont demeurés quasiment vides. En effet, les sans-papiers vivant dans les bidonvilles ont cru à une rumeur selon laquelle ce serait un piège que l'administration leur tendait pour les ramasser et les conduire hors des frontières. En outre, nombre de personnes n'ont pas voulu abandonner leur logis par crainte de pillage. On le sait, à Mayotte, l'insécurité, même en temps normal, est grande. À Mamoudzou, 3500 personnes seulement se sont rendues dans les centres d'hébergement d'urgence alors que ceux-ci avaient une capacité de 10 000 places. La perte de la culture du risque a également été citée comme étant l'une des causes de la faible réaction de la population face à l'alerte, dans la mesure où Mayotte n'avait pas connu de cyclone de cette ampleur depuis 90 ans. Les dommages causés par ce violent cyclone sont en tout point catastrophiques. Plus d'eau courante et plus de 15 000 foyers privés d'électricité et de connexion Internet. Les poteaux électriques et les arbres sont tombés à terre, la plupart des routes sont impraticables, l'hôpital et les écoles ont été touchés, les communications sont extrêmement difficiles. Les bidonvilles très peuplés ont été entièrement rasés dans tout l'archipel et même les constructions plus durables ont eu à subir de graves dommages. Le bidonville de Kaweni, le plus grand de France, a été entièrement détruit. Il comptait, avant la catastrophe, une population estimée à 20 000 personnes, dont 5 000 seulement ont gagné les abris d'urgence, où elles ont été confrontées dès le 16 décembre à l'épuisement des stocks d'eau et des vivres qui y avaient été prépositionnés. Le préfet de Mayotte a déclaré s'attendre à un bilan d'une ampleur inédite pour une catastrophe naturelle en France.
Je vais le citer. « Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines de morts, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. » Fin de citation. Les autorités estiment qu'il sera très difficile d'obtenir le bilan exact du nombre de victimes du fait de la tradition musulmane d'inhumation dans les 24 heures suivant le décès. Inhumation qui n'est pas toujours déclarée, notamment en raison du grand nombre de clandestins non recensés. Il est en outre à craindre, dans les jours à venir, la propagation d'épidémies, en particulier du choléra. La particularité de ce désastre est que c'est l'ensemble du territoire qui a été ravagé, y compris les hôpitaux et les services de sécurité et de secours. L'hôpital de Mamoudzou, le seul de la ville principale, a subi de lourds dégâts matériels, avec des inondations et un bloc opératoire inopérant. Malgré l'afflux de patients, le personnel soignant dit ne pas être submergé, ce qui fait craindre d'autant plus que le nombre de morts soit très élevé après le passage du cyclone. Tout le monde a été touché à des degrés divers. 70% des habitants ont été gravement touchés, a souligné Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place et à La Réunion, aussitôt après avoir accueilli le pape à Ajaccio le 15 décembre. Il a en outre annoncé l'arrivée dans les prochains jours de 400 gendarmes supplémentaires pour prêter main forte aux 1600 gendarmes et policiers présents sur l'archipel. Car il ne faut pas oublier que les gendarmes et les policiers locaux ont eux aussi été touchés, ainsi que leurs familles, par le cyclone. J'ai fait allusion au pape à l'instant et j'ai été particulièrement touché d'entendre le pape évoquer la tragédie de Mayotte dans son homélie, si je puis dire, de la cathédrale d'Ajaccio. L'organisation et l'envoi de secours a donc presque entièrement été initié et exécuté depuis l'extérieur, La Réunion et la métropole. Sur place, les stocks de nourriture et d'eau dans les magasins diminuent dangereusement et dans certaines parties de l'île, il n'y a presque aucune boutique ouverte. Les habitants doivent faire de longues distances pour s'approvisionner, ce qui pose un problème sur ces territoires, puisqu'il n'y a plus de carburant et que la plupart des routes est impraticable. J'ai souvent parlé de Mayotte sur ces ondes. La dernière fois, je crois que c'était en février dernier. Et j'ai même écrit dans l'un de mes livres au sujet de cette île, toujours pour contester le fait que la France ait violé le droit international en y maintenant sa souveraineté, alors qu'elle faisait juridiquement et administrativement partie d'une entité nommée Comores jusqu'à l'indépendance de ce pays en 1975. Les Comores sont un archipel constitué de 4 îles principales et d'une multitude de petites îles, à savoir la Grande Comore, que l'on appelle Ngazidja en langue locale, Moheli, que l'on appelle Moali en langue locale, Anjouan, qui s'appelle Nzouani en langue locale, et Mayotte, qui, elle, s'appelle Maoré en langue locale. Jusqu'à l'indépendance, cet archipel constituait une entité unique, administrée par le pouvoir colonial français. La majorité de la population comorienne s'était prononcée par référendum en faveur de l'indépendance et les Comores ont donc ensuite accédé à cette indépendance. Mais la France a conservé Mayotte sous prétexte que si l'indépendance avait été approuvée à une écrasante majorité dans les 3 autres îles, ce n'était pas le cas à Mayotte, où la majorité de la population de cette île avait dit non à l'indépendance des Comores. D'un point de vue
humain ou sentimental. La France a bien agi en respectant le souhait, le désir des habitants de Mayotte de demeurer français. Mais en conservant cette île, la France a aussi commis une faute grave du point de vue du droit international. En effet, selon ce dernier, les puissances coloniales ont l'obligation d'engager le processus d'autodétermination de leurs colonies en respectant l'intégrité territoriale de ces dernières. C'est ainsi que l'Algérie a pu devenir indépendante en 1962 en conservant le Sahara, alors que ses droits historiques sur ce vaste territoire étaient tout à fait contestables. La France a donc commis un péché originel en conservant Mayotte après l'indépendance. Et elle a d'ailleurs, et elle continue à l'être, régulièrement condamnée pour cela à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais le pire est qu'en persistant dans son erreur, elle a aggravé son cas en faisant de Mayotte le 101e département français en 2011, alors que ce petit territoire insulaire ne répondait à aucun des critères pouvant justifier sa départementalisation. Pire, elle en a même fait une région française d'outre-mer. Mayotte était pourtant beaucoup trop petite pour devenir un département et encore pire, une région. 376 km² seulement. Pour donner un ordre d'idée, le plus petit département métropolitain français, le territoire de Belfort, détaché du département du Haut-Rhin pour des raisons évidentes en 1871, a une superficie de 609 km². Et c'est déjà une exception par rapport à la taille des autres départements métropolitains. Tandis que la ville de Paris, qui n'a pas le statut de département, il faut le souligner, s'étend sur 105 km². Toujours pour comparer, le département insulaire d'outre-mer de Guadeloupe a une superficie de 1628 km², celui de la Martinique 1128 km² et celui de la Réunion 2512 km². Si ces trois départements d'outre-mer avaient des liens culturels, historiques, linguistiques et démographiques avec la France métropolitaine depuis des siècles, cela n'était absolument pas le cas pour Mayotte, dont la population, lors de l'indépendance des Comores, était encore très peu francophone. Enfin, Mayotte ne remplissait aucun critère de développement pouvant justifier la départementalisation, la France coloniale n'ayant pratiquement rien fait pour développer ce territoire durant toute cette période coloniale. En fait, du jour au lendemain, un département français, en faire du jour au lendemain un département français était donc un défi insurmontable. Le proverbe africain qui dit que un tronc dans une rivière ne deviendra jamais un crocodile pourrait parfaitement s'appliquer à la départementalisation ratée de Mayotte. Ce petit archipel était profondément sous-développé en 1975 et il l'est demeuré malgré les gros efforts des gouvernements français successifs pour y construire des gendarmeries, des commissariats de police, des établissements scolaires et hospitaliers et d'y mettre des panneaux routiers comme en métropole. La majorité de la population a continué à vivre sous le seuil de pauvreté, dans des bidonvilles et sans accès à l'eau potable. Les efforts tardifs de la France ont été importants, mais ils ont aussi été ridiculement insuffisants pour permettre à Mayotte de rattraper son retard abyssal en termes de développement humain et en termes d'infrastructures, même par rapport aux autres départements d'outre-mer qui pourtant souffrent aussi de retard de développement. L'effet pervers de l'acte illégal de la France en 1975, puis de la départementalisation,
fut l'érection d'une barrière invisible, ou d'un mur invisible, mais pourtant bien réel, entre Mayotte et les autres îles de l'archipel des Comores. Or, cet archipel a toujours été l'environnement naturel de Mayotte, et ce depuis les temps immémoriaux. Avec l'imposition de l'inique loi Balladur, les Comoriens des autres îles ont perdu leur droit naturel de se rendre à Mayotte sans visa. Pourrait-on imaginer un seul instant d'imposer un visa d'entrée en Corse pour les habitants de la Sardaigne ou de l'île d'Elbe? Non, bien sûr. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé entre les trois autres îles des Comores et Mayotte. À cela s'ajoute le décalage entre Mayotte et le reste des Comores du fait de la sécurité sociale et autres aides sociales, y compris les allocations familiales et autres allocations chômage auxquelles ont droit les Mahorais en tant que citoyens français, et l'absence de tels droits et aides aux Comores indépendantes. La majorité des Mahorais sont pauvres, mais leur niveau de vie est donc bien supérieur, du fait de ces aides, à celui des habitants des trois autres îles. Cette situation a donc incité des dizaines de milliers de Comoriens à tenter d'entrer illégalement à Mayotte, au prix d'une traversée clandestine et périlleuse à bord de frêles esquifs. On a en particulier évoqué le cas de ces nombreuses femmes enceintes désireuses d'accoucher à Mayotte afin que les enfants à naître deviennent un jour des citoyens français. Une femme politique française a un jour qualifié Mayotte de Lampedusa française. Elle n'avait pas complètement tort, puisque, comme Lampedusa, la situation géographique de Mayotte a donné l'envie à des dizaines de milliers de malheureux de risquer la mort dans l'espoir d'avoir une hypothétique vie meilleure. Saura-t-on un jour combien de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes ont péri noyés dans le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte depuis l'imposition de la loi Balladur? Cette immigration illégale massive a aggravé les problèmes déjà insolubles de Mayotte en termes de surpopulation, d'insalubrité, d'accès à l'eau potable et d'insécurité, pour ne citer que quelques-uns des fléaux auxquels ce territoire doit faire face depuis des décennies. La population de Mayotte s'élève officiellement à 310 000 habitants. Mais avec la présence des immigrants illégaux, que l'on n'a pas compté bien sûr, elle se situe vraisemblablement autour de 600 000 habitants, au minimum. Peut-on imaginer un seul instant une population 2 fois supérieure à celle de la Corse sur un territoire 23 fois plus petit que notre île? L'essentiel de cette population de Mayotte, qu'elle soit autochtone ou clandestine, vit dans des abris précaires, souvent faits de tôles et de bâches en plastique. Cette situation a bien évidemment décuplé l'impact mortifère et dévastateur du cyclone Chido. D'autant que, comme nous l'avons vu, l'organisation des secours a dû et doit encore se faire depuis la métropole, distante de 8000 km, et de la Réunion, distante de 1435 km. De surcroît, la piste de l'aéroport de Mayotte est trop courte pour accueillir les avions gros porteurs envoyés depuis la métropole. Les secours d'urgence se trouvant à bord de ces aéronefs doivent donc être préalablement déchargés à La Réunion avant d'être rechargés à bord d'avions plus petits qui décollent ensuite vers Mayotte. Et j'ajoute que La Réunion est encore plus éloignée de la métropole que ne l'est Mayotte. Donc, les secours commencent à aller plus loin avant de revenir en arrière. Il s'agit donc d'une énorme perte de temps, d'argent et surtout d'efficacité. Imaginons un seul instant que si Mayotte était demeurée
comorienne en 1975, ces secours auraient pu être acheminés depuis ou via les 3 autres îles toutes proches, et ce, même en bateau. Le statut aberrant de Mayotte a donc aggravé les conséquences du cyclone et transformé les opérations de secours en coûteux cauchemars logistiques. Les auditeurs l'auront compris. L'heure est à l'urgence et au secours. Ensuite, ce sera le temps de la reconstruction sur un territoire où tout ou presque a été détruit ou gravement endommagé. Et ce n'est pas la proclamation d'un deuil national, la visite d'un président de la République et ensuite la visite d'un Premier ministre qui allégeront la souffrance des habitants et l'ampleur des dégâts. Mais il faudra bien qu'un jour, les conséquences soient tirées de cette tragédie et de toutes les erreurs et autres absurdités de la politique comorienne et mahoraise de la France depuis un demi-siècle. Voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de cette gigantesque tragédie qui vient de frapper un petit morceau de la France. Et pour finir, je voudrais vous laisser en compagnie de Baïna, un chanteur mahorais.